chef d'orchestre intrigue tout autant qu'il fascine. D'un simple regard parfois, il parvient à impulser une dynamique et à faire jouer harmonieusement des dizaines d'instrumentistes. Quel langage énigmatique utilise-t-il? Joue-t-il un rôle essentiel? A-t-il toujours existé dans l'histoire de la musique? Quelle faculté cette fonction demande-t-elle? Toutes les réponses juste après ça. D'aussi loin que l'on puisse remonter, la direction musicale a toujours existé. Par l'usage de la chironomie, tout d'abord, par les indications corporelles ou d'interprétation qu'un des musiciens apportait ensuite, puis par l'usage d'une canne frappée au sol. Car les orchestres n'ont pas toujours été tels que nous les connaissons aujourd'hui. La première formation musicale formelle répertoriée s'appelait les 24 violons du roi et s'attelait à divertir la cour de France durant les prémices de la période baroque. Comme son nom l'indique, elle n'était constituée que de 24 musiciens et s'apparenterait davantage aujourd'hui à un orchestre de chambre, tant son effectif était minime. D'autres formations contenant davantage de pupitres existaient bien sûr, mais rien à voir avec les orchestres symphoniques que nous connaissons aujourd'hui. En effet, à la période baroque, un orchestre conséquent est formé d'instruments à cordes, de bois, de cuivre et de percussions en petit effectif. De ce fait, c'était bien souvent le premier violon ou le claveciniste qui dirigeait l'ensemble. L'orchestre symphonique actuel est lui aussi formé de ces 4 grandes familles d'instruments, mais en quantité bien plus importante. Lors des grandes représentations, généralement des ballets accompagnés de chœurs et de musiciens, le spectacle se devait d'être à la hauteur du rang de celui qui les organisait. Aussi, pour passer outre l'agitation des nombreux artistes, l'usage de la canne en bois massif, frappée au sol, était préféré pour marquer la cadence et s'assurer que les musiciens jouaient ensemble. L'image de l'homme guidant ainsi sa troupe est généralement associée à Jean-Baptiste Lully, qui mourut suite à une maladresse de rythme, disons. Un jour de répétition de son Te Deum, qui devait être chanté en l'honneur de la guérison du roi Louis XIV, il s'emporta contre ses musiciens et se frappa lourdement un orteil. Il aurait pu s'agir d'une simple blessure si l'abcès qui s'y forma ne se fût infecté au point de se transformer en gangrène et d'atteindre en grande partie le cerveau quelques semaines plus tard. Le compositeur et musicien s'avérant également être un fervent danseur, l'amputation de la jambe lui parut inconcevable. Et dire que c'était en l'honneur de la guérison du roi. À partir de la période classique, la taille des orchestres devint plus imposante. L'introduction de nouveaux instruments impliqua d'augmenter l'effectif des cordes, sous peine de ne plus les entendre jouer. C'est ainsi que les orchestres regroupèrent 50, 60, voire 80 participants. Le bruit de la canne parasitant le rendu orchestral et le clavecin ayant petit à petit disparu, c'est le premier violon qui, de son archet, indiquait le rythme et le phrasé. Mais il ne pouvait pas jouer en même temps. C'est bien le problème, d'autant que l'archet s'avérait moins précis que le frappé de la canne au sol, du fait de sa légère flexibilité et de sa résistance à l'air. Les 2 techniques de direction atteignaient donc leurs limites. Ceci se confirma à la période romantique. Grâce à la révolution industrielle et aux découvertes instrumentales faites dans les colonies, les compositeurs avaient introduit de nouvelles sonorités et complexifié leurs œuvres. Les grands noms de l'époque utilisèrent tous les instruments à leur portée pour exprimer leur vision du monde. Les orchestres comptaient alors jusqu'à 100 musiciens. Impossible dès lors de se passer d'un meneur dédié, posté face à l'orchestre sur un podium, baguette à la main, pour se faire voir précisément de tous les instrumentistes, notamment des plus éloignés. Au dire des historiens, c'est en 1820 que Louis Spohr fut le premier à diriger de la sorte. Si les spectateurs furent un temps choqués que le compositeur ne se dispose pas face à eux, les musiciens, eux, approuvèrent sans égale mesure ce nouveau mode de direction. D'autres compositeurs se prêtèrent à l'exercice, certains avec plus de succès que d'autres.
Hector Berlioz, véritable virtuose en la matière, rédigea le premier traité théorique consacré à la direction d'orchestre durant les années qui suivirent. Pour la première fois, tous les instruments furent étudiés en détail afin d'établir avec précision une vision spatiale optimale de la musique. Au-delà d'assurer l'unité rythmique, les chefs du XIXe siècle étaient donc des interprètes ayant pour instrument l'orchestre. Ils s'attachaient à exprimer leur vision des œuvres qu'ils dirigeaient en sculptant et en magnifiant une matière sonore. C'est à la fin du XIXe siècle, lorsque les œuvres devinrent monumentales de par leur richesse et leur longueur, que le chef d'orchestre devint une véritable profession. Et le premier à avoir fait carrière fut l'Allemand Hans von Bülow. Chef d'orchestre, c'est une vocation. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui connaît le solfège, les répertoires musicaux propres à chaque époque et qui a suffisamment d'endurance pour s'agiter des heures durant devant un parterre de musiciens. À ces qualités, somme toute nécessaires, s'ajoute la capacité à étudier dans les moindres détails une œuvre afin de s'en imprégner, d'en comprendre les messages et les émotions véhiculées par le compositeur et de s'en faire une vision personnelle dans la mesure où le rendu de chaque instrument lui est parfaitement connu. Attention, s'il décide de l'interprétation, le chef d'orchestre ne doit en aucun cas dénaturer une œuvre. Il se met au service du compositeur, tout comme il l'est des musiciens. Après l'étape de préparation, il organise les répétitions, soit par pupitre, soit pour l'ensemble des musiciens, afin de leur transmettre sa vision en leur indiquant le tempo, la justesse sonore, les nuances, au travers d'une série de gestes de ses mains, mais pas que. Le regard, le corps, l'expression du visage constituent autant d'éléments de langage qui lui sont propres et que les musiciens de l'orchestre seront à même de comprendre. Au-delà d'une relation de travail, c'est une véritable complicité qui s'établit entre le chef d'orchestre et les musiciens. Mais concrètement, comment s'y prend-il ? De sa main droite, il va généralement à l'aide d'une baguette indiquer la battue. Plus précisément, il va battre la mesure et apporter ainsi des indications de rythme aux musiciens. La vitesse de la battue indiquera, elle, le tempo. Par exemple, pour une mesure à 2 temps, le chef effectuera des sortes d'allers-retours de bas en haut. Pour une mesure à 3 temps, il dessinera un triangle plus communément vers l'extérieur, bien qu'il soit également envisageable de le dessiner vers l'intérieur. Dans le premier cas, la visibilité n'en est que meilleure. Pour une mesure à 4 temps, c'est une croix qu'il esquissera. Pour exprimer un accelerando, il augmentera la vitesse de son mouvement, et ainsi de suite. Bien que le chef connaisse l'œuvre pour l'avoir étudiée, il dispose d'un conducteur disposé sur un podium afin de se repérer et de suivre les annotations qu'il aura lui-même apportées. De sa main gauche, il va phraser. C'est-à-dire qu'il va exprimer sa perception de l'œuvre dans le but de la retrouver au travers du rendu des instruments. Il est coutume de dire que la main gauche est la main du cœur et de la sensibilité. Le chef va entre autres l'utiliser pour moduler la dynamique de l'œuvre. Par exemple, pour diminuer progressivement le son, il effectuera un mouvement de la paume de sa main vers le bas ou encore il mimera chute. L'amplitude de ces mouvements parle également aux musiciens. Plus elle est importante, plus le son en retour est contrasté, marquant ainsi l'emphase sur l'aspect dramatique d'une partie de l'œuvre. Autre exemple, pointer du doigt certains pupitres pour leur indiquer que c'est à eux de jouer. Fermer la paume de la main dans un mouvement circulaire pour marquer la fin d'une note tenue. Des gestes tendus et secs pour accentuer, marteler des notes. Au contraire, des gestes plus ronds et doux pour les lier. Les mains laissent donc passer des messages différents, sauf lorsqu'il s'agit de la levée et de l'arrêt, où elles se meuvent bien souvent de façon identique et simultanée. Les gestes listés jusque-là et se référant à la main gauche sont des exemples parmi d'autres. Si certains sont assez universels, beaucoup de chefs ont leur propre gestuelle, parfois moins conventionnelle.
Certains vont exploiter le regard, les expressions du visage pour transmettre l'émotion ou encore mouvoir leur corps pour faire passer un message faute d'avoir les mains libres. Ce qui importe, c'est l'assurance d'une communication réussie au sein du groupe chef-musicien, d'où l'importance des répétitions en amont. Pour finir, la baguette peut s'avérer facultative. Il y a les inconditionnels et les autres. Certains vont tantôt l'utiliser, tantôt pas. Si la baguette est considérée comme étant le prolongement du bras et donc un élément déterminant pour être vu des musiciens les plus éloignés, certains chefs d'orchestre mettront en avant le fait que s'en abstenir, même temporairement, offre une plus grande souplesse, les indications d'interprétation pouvant alors s'imaginer jusqu'au bout des doigts. Les scientifiques sont unanimes, les chefs d'orchestre ont d'excellentes aptitudes mémorielles et physiques. Ils n'ont pas une bonne mémoire, mais des bonnes mémoires. Tout d'abord, ils sont capables d'enregistrer à court terme une série importante d'informations pour travailler dessus. Il s'agit de la mémoire de travail et elle est incroyablement développée chez eux. Puis, leur mémoire auditive leur permet d'avoir une très bonne représentation mentale de l'œuvre, dans la mesure où ils connaissent parfaitement les sonorités propres à chaque instrument. Ensuite, ils ont la faculté de se souvenir avec énormément de détails d'événements passés. Il s'agit de la mémoire épisodique qui s'applique sur le long terme. Enfin, à force de répéter des gestes qui doivent être clairs et précis, comme tous les musiciens, ils acquièrent une motricité automatique. C'est la mémoire procédurale. La musique fait tellement partie intégrante de leur vie que leur cerveau l'assimile à une langue à part entière. Cela pourrait paraître étonnant, mais la performance du chef d'orchestre peut tout à fait s'assimiler à celle d'un sportif de haut niveau, tant mentalement que physiquement. La phase de préparation demande énormément de concentration afin de mémoriser l'œuvre dans son intégralité et convenir d'une gestuelle adaptée, mais aussi de l'anticipation afin de repérer les problèmes éventuels et y remédier. L'athlète devant prévoir les réactions de son adversaire ne s'y prendrait pas autrement. La phase de répétition avec l'orchestre demande beaucoup d'endurance et de persévérance. Pour parvenir au rendu souhaité, ce sont de nombreuses heures de travail qui sont effectuées. La vigilance est également accrue pour détecter un éventuel retard ou une faute d'un musicien. Le chef s'aide de son regard pour diriger son attention dans un environnement phoniquement chargé. Enfin, lors de la représentation, l'erreur n'est plus permise. Il convient de battre le rythme durant 2 voire 3 heures, d'agiter ses bras et son corps pour guider tout en s'assurant d'être toujours visible des musiciens. L'effort est perceptible et intense. Le chef vit la musique tout comme un sportif vivrait une épreuve. En avançant dans l'âge, ces leaders doivent bien souvent se ménager au risque de mauvaises surprises. En juillet 2022, par exemple, Stefan Soltes s'est effondré sur scène à l'âge de 73 ans alors qu'il dirigeait une œuvre de Richard Strauss. Fort heureusement, de telles tragédies ne se produisent que rarement. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut être vigilant. Ouh, l'accident bête. Depuis l'apparition de ce métier, les femmes sont largement sous-représentées. En 2021, on dénombrait une 50aine de femmes directrices musicales sur 778 professionnels dans le monde. Une goutte d'eau que la Philharmonie de Paris et le Paris Mozart Orchestra tentent de faire évoluer depuis 2019, date du lancement de la Maestra, un concours exclusivement réservé aux femmes chefs d'orchestre. L'objectif ? Repérer et aider des directrices musicales à se faire connaître sur le plan international. Sans passer par ce type de concours, certaines chefs se distinguent actuellement pour leur parcours et le souffle nouveau qu'elles apportent au monde de la musique. Au-delà du répertoire classique, les formations musicales intègrent des sonorités nouvelles issues du monde électro ou du jazz, à l'image des créations musicales de Huel Lamor, directrice de l'orchestre Orage. Indéniablement, la nouvelle génération de femmes d'orchestre est plus que jamais présente et désireuse de partager sa vision de la musique. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et pour me suivre, clique juste là. À bientôt. Ciao!